L'ère de jeu de Star Trek, c'est la galaxie, les mystères, les mondes nouveaux et les dimensions. En jouant grotesquement avec le genre éculé du doppelganger, nos patrouilleurs du cosmos ont réinventé un genre sériel qui sera cloné dans tout un tas d'œuvres télévisuelles. Dans sa maladresse initiale, Roddenberry et ses équipes ont créé dans une ombre dystopique l'image reflet de l'utopie fédérale. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler de l'univers miroir et de son histoire. L'univers dans lequel évoluent nos équipages est appelé Univers Prime, et s'oppose donc à l'univers miroir. Il est l'univers de second choix. Avant d'entrer dans l'histoire de cette dystopie, il faut bien comprendre que l'univers miroir a cela de fascinant que malgré un événement majeur qui chamboule la chronologie que nous connaissons, on retrouve bien souvent le reflet de personnages que nous connaissons également. Comme si l'univers trouvait des points de liaison entre nos deux réalités. Ces univers sont des jumeaux partageant le même ADN, mais ayant des contextes très différents. Ainsi, certains jumeaux partagent des goûts communs, ce qui s'explique par une prédisposition génétique à aimer ou à détester certaines odeurs ou saveurs par exemple. Les jumeaux partageant un patrimoine génétique sont donc plus enclins à ce type de similarité. Il en va de même pour nos univers. Un ADN identique qui reproduit les mêmes généalogies, le tout élevé par des politiques différentes. Nous ne sommes donc pas dans un univers inversé, un négatif, où les valeurs qui nous sont amorales sont ici la bonne marche à suivre par la communauté. Non, ici les personnages ont juste un ADN identique. Et si, dans ces premières occurrences, l'univers miroir nous proposait des personnages jumeaux jusque dans leur carrière, très rapidement, nous n'avons ici que des doubles de chair et des protagonistes différents moralement, car leur environnement les a corrompus, là où l'univers Prime aurait pu les rendre si brillants. Certains personnages, pleins de noblesse dans l'univers Prime, comme Sisko ou Tucker, sont ici dans l'univers miroir ce que l'humanité peut faire de pire. Mais tout ne change pas dans l'univers miroir. Certains peuples restent identiques dans leurs valeurs. Ne pensez pas que les Klingons soient bons et altruistes. Non, ils sont toujours de redoutables guerriers glorifiant la guerre. Les Cardassiens aiment, eux, toujours autant les complots, et les Vulcains la logique. Ce qui change vraiment dans l'univers miroir, c'est les circonstances. Les humains ne sont pas ici devenus membres de la Fédération et ont préféré établir un empire hégémonique raciste, mais surtout pragmatique. Cette dimension, reflet contrarié de notre réalité, a une autre exception. Elle est également un antagoniste de la Fédération des Planètes Unies. Ses habitants aiment venir interférer avec notre dimension, et notre dimension elle-même a plusieurs fois contribué à changer l'équilibre des forces, à tel point que dans l'univers miroir, venir de l'univers Prime vous vaut une peine de mort immédiate. Si nous devions résumer le texte qui va suivre ici, voici ce que vous entendriez. C'est l'histoire d'un choix. Le principe des réalités alternatives repose sur le fait que chacun de vos choix crée une nouvelle réalité. Nous partons ici du choix du fameux Zefan Cochrane, l'homme qui a donné le jour du premier contact aux enfants de la Fédération. Le 6 avril 2061, un vaisseau vulcain se pose dans un camp où chercheurs désœuvrés se mélangent à une humanité oubliée. En ouvrant une porte majestueuse, une lumière aveuglante fait reculer une troupe de survivants, alcoolisés, rêvant d'un monde meilleur, surtout pour eux. Un humanoïde descend, il semble leur ressembler en tout point. Il dévoile alors des oreilles pointues en baissant sa cagoule. Il fait un salut, signe de paix, et Cochrane hésite. Il fait mine de lui rendre ce salut, et puis non. Il sort un revolver, tire sur l'extraterrestre, et la foule s'empare alors du vaisseau. On ne sait pas grand-chose de l'époque post-premier contact. Les humains sortent d'une troisième guerre mondiale et de guerres eugéniques. Les informations de cette époque sont comme les vestiges d'une ancienne civilisation, parcellaire et ravagée. Quoi qu'il en soit, après le sac du vaisseau vulcain, le butin a bénéficié à toute l'humanité. Elle s'unit, bon gré mal gré, dans un projet qui dépasse toutes les velléités du passé. Le projet commun est d'envahir l'univers et de la servir au profit de l'Empire Terran. Tout ce qui n'est pas Terran est alors un potentiel esclave ou un futur cadavre. Le mot terrien et le concept d'humanité sont les premières victimes de ce nouveau régime autoritaire.
Là où les ardeurs de Starfleet avaient été modérées par des Vulcains jalousant secrètement nos capacités d'adaptation, ici les humains ont vite compris que les connaissances des Vulcains étaient la clé pour une conquête durable. Avec la technologie de distorsion, les cartes spatiales et les documentations d'espèces à éviter pour le moment, c'était comme si l'univers s'offrait aux Terrans. Les Vulcains deviennent donc l'une des premières cibles de l'Empire Terran et le peuple de Surak est conquis, subordonné à la race humaine. Suivront Andoria, Tellar Prime, Denobula et tout ce qui se trouve sur le chemin de l'Empire. Comme un sombre reflet, les humains se préparent ou rencontrent, sans le vouloir, leurs impériaux collègues, les Romuliens. Les Romuliens se montrent alors tout aussi arrogants que les Terrans, aussi brutaux, racistes et beaucoup moins souples dans leur idéologie. Là où les humains épargnent certains peuples s'ils peuvent être profitables à l'Empire, les Romuliens pratiquent eux génocide sur génocide. Les Eloriens disparaîtront des cartes stellaires. Les humains, toujours pleins de ressources, au pied du mur du désespoir, parviennent à repousser les forces de Romulus et Rémus, qui avaient poussé l'arrogance jusqu'à s'installer dans le système solaire Terran. Finalement, les Terrans reprennent leur expansion, et l'univers Prime va alors donner un réel élan à cette expansion. Nous sommes en 2154, un simple commandant de bord nommé Jonathan Archer ronge son frein sur l'ISS Enterprise. Il a un plan pour devenir capitaine, un plan qui lui permettra de le devenir rapidement et peut-être même prendre la tête de l'Empire. Il a su, par des méthodes peu avouables, découvrir que les Tholians ont capturé dans leur toile un vaisseau terrien, venu d'une dimension parallèle et surtout du futur, l'USS Défiant NCC 1764. Archer, intriguant, parvient à ravir le vaisseau autolien. Il découvre alors l'abjecte réalité des concepteurs du vaisseau, une fédération où ceux qui sont ses esclaves sur son vaisseau sont là-bas ses égaux. Il s'en fiche. Tout pacifiste est-elle, cette fédération abjecte lui laisse un redoutable vaisseau lourdement armé et en avance sur son temps. Encore une fois, avec un stock d'informations concernant l'avenir technologique de tous ses ennemis. Et même si les deux univers sont différents, connaître des futurs possibles est toujours un avantage. Mais ce n'est pas le seul qui complote. Tout le monde complote dans l'univers miroir. C'est la seule façon de s'assurer une promotion. Si près du but, son amante et subalterne l'assassinent et demandent la destitution de l'empereur de l'époque. Longue vie à l'impératrice Oshisato. Le bond technologique que fait alors l'Empire Terran est sans pareil. Elle conquiert Bajor et force les Cardassiens à revoir leurs ambitions dans un plus petit territoire. Les Klingons sont eux aussi menacés, et l'Empire Terran ira même jusqu'à rendre inhabitable Konos. Comme nous le découvrirons dans Star Trek Discovery, la capitale de l'Empire Terran se déplace avec le gouvernement, et surtout avec son impératrice. L'avance technologique de l'Empire permet à un vaisseau palais, l'ISS Charon, d'insuffler la terreur sur le Tyx qui est devenu cette partie de la galaxie. Lors de l'incursion de l'USS Discovery, on sait que l'Empire Terran a connaissance de l'univers Prime. Ils l'ont même en dégoût. L'équipage découvre alors que leurs doubles ont des rôles importants dans cet univers. Et lors de leur rencontre avec l'impératrice Philippa, ils comprennent que l'univers miroir, c'est tous deux, d'où ils viennent et pourquoi ils doivent mourir. La fuite de l'équipage provoqua la destruction du vaisseau capital, et de ce qu'on peut penser, le savoir de l'univers jumeau qu'a amené l'USS Défiant. La seconde moitié du XXIIIe siècle verra l'Empire Terran dominant au possible, à l'apogée de ce qu'il pourrait faire, forçant des alliances contre nature lors de l'invasion de Bajor. On parle ici de l'alliance Klingon-Cardassienne qui n'aura qu'une raison d'exister, asservir les Terrans. Là où l'univers Prime apporta l'abondance à l'univers miroir, un nouveau passage annoncera la déchéance de celui-ci. Depuis 2264, l'ISS Enterprise explore et conquiert des nouveaux mondes pour le compte de l'Empire et de son capitaine. Un officier subalterne, James T. Kirk, prépare sa promotion. Curiosité et sadisme peuvent être un curieux mélange, et dans les mains ingénieuses de Kirk, une trouvaille sur un monde inexploré lui donne un avantage. Il s'en sert, et devient alors celui qu'on sert à bord du vaisseau. Dans ce repère de traître, il lui faut un homme de confiance, non pas un homme, un demi-vulcain, qui ne semble pas trouver logique de vouloir une promotion qui lui mettrait une cible sur le dos. Le duo Spock et Kirk se forme alors aussi dans cet univers. Lors d'une mission de routine qui vise à forcer les Alcans à remettre à l'Empire du dilithium,
une partie de l'équipe de Kirk est échangée avec leurs homologues de l'univers Prime. Le Kirk sadique est alors enfermé dans des cellules de l'USS Enterprise, tandis que son homologue plante une graine qui sera lourde de conséquences dans le cœur d'un Spock fidèle à l'Empire Terran. Ce Spock-là se met à avoir une logique dans le projet que propose la Fédération, un projet plus salutaire qu'un empire hégémonique. Au retour de son Kirk dans son univers, Spock tenta de raisonner avec lui pour épargner les Alcans dans leur refus de commercer avec l'Empire. Mais rien n'y fait. Kirk, éduqué au crime de masse, s'exécute. Spock se résout donc à en faire de même. Il prend alors le commandement de l'ISS Enterprise et parvient même à être nommé empereur. Les réformes qu'il fait annoncent alors la fin de l'Empire. Promouvant la paix et l'égalité entre les peuples, les ennemis de toujours à l'Empire saisissent l'occasion pour le dépecer. Mais pour tous, l'Empire est tombé. Au dire de certains, la propagande de l'Empire Terran est à conjuguer au passé. Mais pour tous, l'Empire n'est pas tombé. Certains amiraux ou capitaines ont gardé des flottes et des projets qui leur permettraient de garder encore un certain territoire. On sait brièvement que le capitaine de l'ISS Stargazer, Jean-Luc Picard, cherchera par exemple à contrôler une nouvelle classe de vaisseaux nommée classe Galaxy. Il dérobera alors l'ISS Enterprise D et prendra le contrôle d'une petite faction de l'Empire Terran. À la fin du XXIVe siècle, Bajor, ayant été longtemps sous le joug Terran, demande son rattachement à l'alliance Klingon-Cardassienne. Et via un habile jeu politique, les Bajorans tirent leur épingle du jeu. Ils exercent alors une influence non négligeable au sein de l'Alliance. Le secteur Bajoran est administré par un intendant Bajoran, et une ironie des univers jumeaux donne le titre d'intendante à une certaine Kira Nerys. En 2370, le Renabout USS Rio Grande, transportant notre Kira Nerys et notre Dr Julian Bashir, passe une nouvelle fois de l'autre côté du miroir. Julian, capturé, connut alors le destin d'un Terran au sein de l'alliance Klingo-Cardassienne. Il est traité en esclave, pendant que Kira est le nouvel amusement d'une intendante perverse et avide de pouvoir. Ils comprennent alors le chemin qu'a emprunté cette fois l'univers miroir. L'Empire Terran n'existe plus dans ce secteur de l'espace. Kira et Bashir convainquent alors le pirate Sisko et l'esclave Mylord O'Brien de reprendre le contrôle de leur destin. Ils pensent pouvoir leur faire confiance. Encore une fois, l'univers est si vaste. Combien avait-il de chances de tomber sur autant de personnes dont ils connaissent chez eux leur double? Arrivés chez eux d'ailleurs, l'espoir qu'ils laisseront mettra 1 an à porter ses fruits dans l'univers miroir. La rébellion terrienne impacte alors grandement l'alliance Klingo-Cardassienne. Le pirate Sisko est néanmoins tué par les Cardassiens lors d'une mission sur la station Terok Nord. O'Brien, de l'univers miroir, décide de traverser ce dernier pour convaincre Sisko de l'univers Prime de venir, chez lui, résoudre la dernière mission du Sisko pirate. Une scientifique, répondant au prénom Jennifer, met au point une antenne transspectrale de détection pour permettre à l'Alliance de repérer les bases de la rébellion Terran, dissimulées dans les Badlands. Il faut donc la convaincre de renoncer à son projet. En 2372, l'Alliance Klingon-Cardassienne se retrouve alors repoussée de Terok Nord et de son espace immédiat. L'intendant Kira Nerys est capturée lors de l'affrontement et devint la prisonnière des rebelles terriens. Une flotte de l'Alliance, dirigée par le régent Worf lui-même, fera route vers la station pour la reprendre aux mains de la rébellion Terran. Il ne faut jamais laisser une braise ranimer une flamme. Pour défendre Terok Nord, la rébellion mit au point un nouveau vaisseau de combat, l'ISS Défiant, grâce au plan de l'USS Défiant NX-74-205 dérobé par Mylord Miles O'Brien, de l'autre côté du miroir sur Deep Space Nine. Le vaisseau amiral du régent subit alors, avec ce nouveau vaisseau, de nombreuses avaries. Le régent Worf doit renoncer et l'Alliance doit alors battre en retrait et abandonner Terok Nord à la rébellion Terran une nouvelle fois. 2374. Alors que l'Alliance bat contre la rébellion Terran, l'intendante Kira Nerys tente alors à son tour de renverser le statu quo pour faire de Bajor une puissance indépendante. Pour cela, elle utilise un voleur, Baraiantos, double d'un Vedek mort dans l'autre univers. Le but était de séduire son double, le Major Kira, pour accéder à l'orbe de la prophétie et du changement,
gardé dans le temple Bajoran de la station Deep Space Nine. Avec cet orbe, l'intendante souhaite s'imposer en tant que leader à son peuple d'abord, puis à l'Alliance. Sa tentative de vol et donc sa rébellion échouèrent également. Nous voilà en 2375. Worf, le régent de l'Alliance, rumine sans un bouclier occulteur car il pense qu'il ne peut pas prendre le dessus. Facétie des scénaristes qui oublièrent qu'il en avait déjà un dans les précédents épisodes. Néanmoins, une opportunité se présente à lui. Il kidnappe le grand Nagus qui espérait faire des affaires dans un nouvel univers. Avec ce kidnapping, l'intendant espère une chose, une rançon, qui se déclinerait avec les plans de l'USS Défiant ou d'un bouclier occulteur. La chance est insolente dans l'univers miroir. Elle n'aime pas le statu quo et Worf est une nouvelle fois battu par la rébellion Terran. Le régent dut alors se rendre sans condition au Terran pour éviter sa destruction. Le sort de l'alliance Klingo-Cardassienne nous demeure alors inconnu. Néanmoins, au XXe siècle, l'alliance est définitivement tombée, battue par un empire Terran nouvellement reformé. Il est aussi totalitaire qu'auparavant. Et bien qu'il permette à des non-Terrans comme l'État de servir dans ses rangs, il maintient toujours une attitude très xénophobe envers les étrangers. Le capitaine Letta a l'ambition de l'Empire. L'égoïsme au cœur, elle veut également devenir une personne qui compte, une future impératrice, qui sait. Elle échafaude un plan un peu plus vicieux que ses compères qui tentèrent l'incursion dans l'univers Prime. Avec différentes alliances et notamment avec des Cardassiens de l'autre côté du miroir, des fondateurs renégats, elle parvient à dérober une orbe et à lâcher sur DS9 une armée du Dominion coincée à la demande du capitaine Sisko dans le Temple des Prophètes. Même si la tentative d'invasion est repoussée, le capitaine devenu amiral aime le jeu et les complots. Starfleet n'est donc pas à l'abri d'une nouvelle escarmouche. Voici ce qu'il y a de magique dans l'univers de SF qu'est Star Trek. Oui, je parle bien de magie dans une œuvre où la réalité scientifique règne en maître. Le lore de Star Trek est si bien fait qu'il se suffit à lui-même. D'un simple épisode maladroit et qui a mal vieilli, on arrive à créer un écosystème qui se développe seul et permet une réelle interrogation, celle du si. Bien plus qu'une question de choix, car nous ne l'avons peut-être vraiment jamais eu, le si questionne sur ce qui nous fait. Est-ce notre héritage génétique ou notre écosystème? L'inné ou l'acquis? Est-ce que Zefran Cochrane, qui n'a connu que la guerre et la peur sur une grande partie de sa vie, pouvait faire un autre choix que celui de tirer sur le Vulcain? Pensez à ce qui pourrait arriver si quelques astronautes venus du futur ne lui avaient jamais raconté l'espoir qu'aurait suscité un autre choix, celui de serrer la main au Vulcain. C'est donc bien l'environnement qui, selon l'univers miroir, modifie les gens. Là où un Tchekhov n'est que curiosité juvénile, il est dans cette réalité qu'un néfaste officier ourdissant de médiocres complots dans son univers qui ne connaît que la violence. Là où dans l'univers Prime, vous avez le choix de votre destin, ici c'est la fatalité qui vous façonne. Même des êtres de logique pure peuvent trouver une certaine logique dans la barbarie quotidienne si c'est leur seul repère. Sans vraiment trouver une morale, là où elle n'a pas été pensée ou écrite, on peut voir dans l'univers miroir un avertissement contre ceux qui trouvent que la Fédération est bien trop gentille, bien trop douce. À s'habituer à la violence, à ce qui ne devrait jamais être admis, on devient l'inadmissible et on s'autorise à aller là où aucun homme n'aurait jamais voulu aller. Merci, c'est tout pour moi. Je vous invite à écouter le podcast qui a été fait avec l'ami Rémi 2D, où on répond à plusieurs de vos questions concernant l'univers miroir. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez ce qu'il faut faire. Répliquez cet épisode en le partageant sur vos réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à convertir un maximum de monde au trekisme. Fin du journal de bord.